Bravo, alors bravo aux organisateurs, à Thomas Kerting et Mathilde Lorenzi, parce que je vois que c'est un très très beau succès pour cette grande première, un succès par le nombre d'exposants et par le nombre de présents dans cette salle, sur un sujet qui effectivement prend quand même beaucoup d'ampleur dans notre débat démocratique, peut-être pas encore beaucoup dans les campagnes pour les élections présidentielles, mais on va espérer que ça vienne. On va espérer que ça vienne et que nos différents candidats, voire candidates, on peut toujours rêver, il peut y avoir des candidates aussi, sauront porter ce projet. Alors, en Île-de-France, vous le savez sans doute, c'est quand même un sujet que nous essayons de porter assez fort, puisqu'il y a 1,5 million de franciliens qui sont exposés à des seuils de pollution qui dépassent les normes de l'OMS. Nous serions déjà contents de pouvoir respecter les normes de l'Union européenne, encore plus si nous pouvions respecter les normes de l'OMS. Et c'est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur parce que toutes les familles sont touchées. Il y a aujourd'hui environ, selon les statistiques en France, 30% de personnes qui souffrent d'allergies ou de problèmes respiratoires, et les estimations sont de l'ordre de 50% en 2030. Donc c'est un problème de santé publique énorme, c'est un problème pour beaucoup de familles qui peut aussi créer pour elles des difficultés économiques, puisque c'est une prise en charge qui aujourd'hui est assez mal organisée. C'est un problème d'attractivité pour l'Île-de-France, qui est une région quand même très touchée et très polluée. Alors juste un petit aparté, parce que je lis parfois, et je vois M. Jean-Félix Bernard d'Airparif qui me regarde et qui me surveille, je lis parfois que nos villes seraient les plus polluées, l'une des plus polluées de la planète. Je voudrais juste dire que très récemment, mon mari était en Inde. Je ne vous raconte pas ma vie, je vous promets. On était la semaine dernière sur un ordre de grandeur, des niveaux de pollution qui étaient de l'ordre de 65. Ils étaient à 800. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous êtes à l'extérieur, c'est comme s'il y avait un brouillard permanent. Les écoles sont fermées à cause de la pollution de l'air. Tout ça pour relativiser quand même quand on a parfois des prises de position médiatiques un peu excessives. Donc on a quand même un vrai sujet à traiter qui devient un problème de démocratie et de réponse politique. On n'a pas toujours échoué. Il faut quand même savoir que la réglementation a quand même nettement permis de faire baisser la pollution de l'air, et notamment sur les pollutions les polluants dits polluants lourds. Mais il reste quand même la question des particules, la question des NOx aussi, on parle beaucoup de particules, on ne parle pas toujours suffisamment de NOx. Et pour répondre à ces sujets-là, on a trois défis politiques. Le premier défi politique, c'est qu'il faut savoir mixer les innovations technologiques et les changements de comportement. Politiquement, on a en général tout l'un ou tout l'autre. Ceux qui parient uniquement sur les changements de comportement et qui ne croient pas à l'innovation, et ceux qui parient uniquement sur les innovations et qui ne croient pas du tout au changement de comportement. Évidemment, la réponse se trouve entre les deux. Mais j'ai vu Joël de l'ADEME qui est là, et je sais que tu portes forcément ce discours, puisque c'est le discours clé de l'ADEME. Et tu vois que j'ai été assez bien formée. Deuxième défi que nous avons dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air, c'est que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de solutions toutes faites. Alors on va assez rapidement sur des solutions, des grandes déclarations de communication et des yaka faucons. Et il y en a, ceci dit, vous riez, c'est vrai qu'il n'y a pas que là, je suis d'accord. Mais dans le domaine de l'air, il y a beaucoup de solutions toutes faites et presque d'idéologie, alors que les solutions, elles sont quand même multiples. Et elles ne sont pas nécessairement là où on les croit. Je lisais le rapport très intéressant de la Cour des comptes, par exemple, sur la lutte contre la pollution de l'air, le rapport de l'année dernière, qui expliquait que la gratuité des transports en Île-de-France compte quand même extrêmement cher, que la Cour considère que ça n'est pas une solution nécessairement très pertinente et qu'il vaudrait mieux recycler le coût de la gratuité des transports dans l'amélioration des transports plutôt que de pratiquer cette gratuité à chaque fois qu'il y a des pics de pollution. Ça n'est qu'un exemple. C'est un exemple qui est chiffré, qui est argumenté par la Cour des comptes, mais qui me semblait nécessaire de vous présenter. Et le troisième élément, la troisième difficulté que nous avons dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire que tout le monde étant un peu responsable de cette question, entre les responsables de la question des transports, les responsables des questions de santé, des questions de logement, des normes de construction, par exemple, finalement, personne n'est vraiment responsable.
Et fort heureusement, les dernières lois, puisque c'est une combinaison de lois, font qu'on a un petit peu clarifié les compétences dans ce domaine-là et que la région est chef de file. Alors, nos juristes s'arrachent un peu les cheveux pour savoir ce qu'est un chef de file. Moi, j'en ai beaucoup, donc on peut m'en arracher beaucoup. Mais un chef de file, pour moi, ça ne se résume pas à faire un plan. Ça comprend bien évidemment la mise en œuvre de l'action et la coordination de l'action entre tous les acteurs qui sont responsables de la lutte contre la pollution de l'air. Ce chef de file-là, on a voulu le prendre à bras-le-corps parce que c'est une priorité régionale. On a augmenté le budget de la région de 150%. Ça fait très joli quand je vous dis 150%. La réalité, c'est qu'on partait tellement bas que c'était pas très compliqué de faire du 150%, et que même avec plus 150%, on est encore très en deçà de ce qu'il faut faire dans ce domaine-là, sachant qu'il faut intervenir dans tous les domaines, que ce soit dans le cadre de la politique environnementale, dans le cadre de la politique agricole, dans le cadre de la politique des transports, dans le cadre de la politique énergétique, dans le cadre de la politique de rénovation des logements, puisque la question de la pollution de l'air intérieur est un énorme sujet. Donc on a fait une conférence le 11 et le 12 avril, une conférence dite participative. Alors elle était relativement courte puisqu'elle s'est tenue sur 2 jours, mais moi mon objectif c'était qu'après avoir fait un état des lieux assez rapidement, on puisse enfermer dans des salles des représentants des différents secteurs, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs environnementaux, les experts, les élus. On les enferme dans des salles et on les invite à se prononcer soit sur les solutions qu'ils portent eux-mêmes, soit sur des solutions que nous-mêmes nous avions mises sur la table. Ce qui a permis d'aboutir à un plan qui comprend beaucoup de mesures. J'en présenterai quelques-unes, pas toutes. Mais surtout, et c'était le plus important, qui a été adopté à l'unanimité du Conseil régional. À l'unanimité. Il y a peut-être le Front National qui n'a pas voté pour, je ne me souviens plus exactement, ça n'est pas bien grave. Le principal, c'est que tous les autres partis et groupes politiques aient adopté ce plan que l'on porte collectivement. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle de voir qu'un sujet comme celui-ci rassemble politiquement. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que quelles que soient les alternances, et dans une démocratie c'est normal qu'il y ait des alternances, le sujet va continuer à être porté par les uns et par les autres sans qu'il y ait de changement de cap incessant qui font que les politiques n'ont jamais de résultats, parce que ce n'est pas en 2, 3 ou 4 ans qu'on a des résultats en politique. Dans le plan que nous avons adopté, il y a tout un tas de mesures, je vous le disais. Je vais juste prendre 2 axes qui, pour moi, sont les axes principaux. Il y a forcément, pour lutter contre la pollution de l'air, un axe innovation. Forcément. On aura déjà du mal à respecter les normes européennes. On est sous le coup de contentieux, mais on aura beaucoup de mal à respecter ces normes européennes, en tout cas dans un calendrier raisonnable de 5 ans. Mais s'il fallait encore aller au-delà et respecter les normes de l'OMS, là, il y a quand même des gaps à franchir dans le domaine de l'innovation. Donc on a acté le principe de la mise en place de ce qu'on appelle un lab Air avec Airparif. Je me dois de vous dire que c'était une idée d'Airparif que nous avons récupérée, parce qu'il faut savoir récupérer les bonnes idées. On a mis en place ce lab Air avec une idée qui est très simple, c'est qu'en Île-de-France, il y a énormément d'entreprises, de chercheurs, d'universités qui travaillent dans le domaine de la qualité de l'air. Énormément. C'est un vrai savoir-faire de la région Île-de-France. Et par conséquent, il faut les mettre en réseau. Il faut les mettre ensemble, il faut les mettre en réseau, d'une part pour les faire travailler concrètement pour des améliorations dans le domaine de la recherche, mais aussi pour porter leurs innovations, pour les porter en Île-de-France, pour les porter à l'étranger. Quand on fait des déplacements dans des pays qui sont particulièrement confrontés à ces difficultés, c'est important qu'on puisse leur offrir un panel de solutions en s'entourant de ces entreprises et de ces chercheurs. Donc ce Lab Air, il est sur les rails, il a été acté et à la région et au sein d'Airparif. Et on appelle ça, c'est ce que vous appelez la black box. Et c'est extrêmement important qu'on arrive à franchir ces gaps d'innovation qui nous manquent aujourd'hui. Deuxième, dans le domaine de l'innovation, deuxième idée, c'est l'expérimentation dans les transports en commun et particulièrement dans le métro, puisqu'on est confronté à des vrais problèmes de qualité de l'air et dans le métro, dans le RER, forcément, on est dans des espaces clos. Et on a tout le problème des particules liées au freinage. Quand le métro rentre dans les stations, il ressoulève les particules. Donc il y a des expositions qui sont assez fortes.
pour les voyageurs, évidemment, surtout pour les personnes qui travaillent dans ces espaces-là. Aujourd'hui, on ne sait pas complètement faire. C'est-à-dire on ne sait pas faire pour dépolluer ces espaces. Donc, nous avons mis sur la table une enveloppe d'1 million d'euros pour pouvoir aider à la mise en place d'expérimentations pour la dépollution de l'air alors je dis dans le métro, en réalité, ce sont dans les transports publics. Troisième exemple d'innovation qu'on ne lie pas forcément à la question de la qualité de l'air, le coworking. La création de ces espaces, ces tiers-lieux, ces espaces de travail qui sont à proximité des habitations et qui n'obligent pas du coup les personnes à aller forcément travailler à des dizaines de kilomètres de chez eux tous les jours, ça évite des transports, ça gagne beaucoup de temps en termes de qualité de vie, de temps familial et de temps personnel, ça évite des transports et ça permet donc de lutter contre la pollution de l'air. On s'est engagé à créer 1000 centres de coworking tiers-lieux en Île-de-France, avec une enveloppe de 3 millions d'euros, le but étant de les situer au maximum en grande couronne, dans des espaces plus ruraux, pour limiter ces déplacements. Autre exemple, là, c'est plus dans le domaine de l'innovation, c'est dans le domaine de l'action. Parce que pollution de l'air, changer les habitudes des uns et des autres, ça suppose des actions et ça suppose de porter des discours politiques de manière convergente et de manière constante. Il y a une mesure que vous connaissez bien, parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de débats politiques, c'est la mise en place d'une écotaxe poids lourds régionale, à l'échelle de la région, pour éviter que les poids lourds qui sont en transit et qui traversent l'Île-de-France ne traversent l'Île-de-France et qu'ils essayent de choisir d'autres routes. Et s'ils doivent traverser l'Île-de-France, qu'au minimum, ils contribuent à hauteur de la pollution qu'ils génèrent sur nos routes. C'est un vieux débat. On est plusieurs régions à vouloir mettre en place ce type de dispositif. C'est un débat qui a été porté, d'ailleurs, je crois, par l'ensemble des candidats à l'élection régionale. On est dans un dialogue aujourd'hui avec le ministre du Budget et le ministre de l'Écologie. Je vous avoue qu'on n'a pas exactement les mêmes discours des deux côtés, parce qu'au départ, la ministre de l'Écologie a dit qu'elle était très favorable. Maintenant, le ministre des Transports et celui du Budget nous dit on réfléchit. Bon, ces choses-là nécessitent un peu de courage politique. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à le faire acter par l'actuel gouvernement et le Parlement avant les prochaines échéances. Et ce qui est bien dommage, parce qu'on perd du temps sur un sujet qui est un sujet majeur et qui rassemble normalement l'essentiel des grands partis et des grands responsables politiques. Deuxième action extrêmement importante, la question du bois. Ça avait là aussi donné lieu à quelques passes d'armes en termes de communication quand le préfet avait voulu interdire les feux de cheminée, en disant la question du bois n'est pas un sujet en Île-de-France. C'est un sujet en Île-de-France. C'est un sujet en Île-de-France, ce n'est pas un sujet mineur. Le bois est encore utilisé comme combustible, notamment chez les particuliers, puisque dans les grandes chaufferies biomasse, il y a des systèmes de traitement des fumées. Et donc, pour la Grande Couronne, principalement, mais pas uniquement, on a mis en place un fonds air-bois pour aider les particuliers à remplacer leur vieille chaudière bois et la remplacer par des chaudières bois qui seraient flammes vertes, forcément, afin de lutter contre cette pollution de l'air. On teste le dispositif aujourd'hui dans le département de l'Essonne. On va le tester, on va le voter à la prochaine session. Et on le fait avec l'État pour essayer d'apporter cette solution. Donc ça suppose un premier courage politique qui est de dire la question du bois n'est pas une question anecdotique. C'est pas une question anecdotique. Et deuxièmement, de mettre de l'argent sur la table pour aider les particuliers à changer leur chaudière, parce que ce sont rarement les particuliers les plus fortunés qui, bien évidemment, se chauffent régulièrement avec du bois. Et il y en a encore en Île-de-France. Il y en a encore et il y en a beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un sujet prioritaire pour nous. Le troisième sujet, ça c'était déjà engagé, mais il faut accélérer le remplacement des bus au diesel. Alors dans le parc public, c'est une évidence. Il faudra s'attaquer au parc de bus de tourisme. Il faudra s'attaquer aux bus de tourisme. Moi, je veux bien qu'on interdise les bus diesel dans Paris, enfin des bus de transport. C'est logique, il faut les remplacer. En plus, maintenant, on a des solutions. En parallèle, on autorise tous les bus de tourisme, tous les bus qui tournent. Vous savez, les anciens bus, on les interdit à Londres, mais on les autorise chez nous. Il va falloir aussi être un petit peu clair sur ce sujet. Quatrième exemple d'action que nous préconisons, qui est très importante celle-ci. Elle n'est pas sexy quand on la vend au grand public. L'évaluation de l'impact des grands projets et des politiques sur la qualité de l'air.
avant de voter des grands projets, avant de financer des grands projets ou avant de voter des grandes dispositions, évaluer leur impact sur la qualité de l'air. Là, on a tous les outils. On a un expert reconnu qui s'appelle Airparif, qui est indépendant, dont personne ne conteste la légitimité. Quand on a voté en Île-de-France un plan pour résorber les points noirs de circulation, avec une idée qui est simple, qui est de dire un véhicule, évidemment, pollue plus quand il est dans un bouchon que quand il est sur une circulation, dans le cadre d'une circulation fluide. Évaluer ex ante ces points noirs, ça suppose des données aussi sur l'impact que ça aura sur la circulation, me semble absolument nécessaire avant de dire on finance ou on ne finance pas. Et de la même manière, ça a donné lieu à une passe d'armes, évidemment, avec la mairie de Paris, sur la fermeture des voies sur berge. Ce n'est pas le problème de la piétonisation. Je ne peux pas être contre une mesure dont j'avais fait voter auparavant le principe dans le cadre du Grenelle, qui était les APA, qui s'est transformé aujourd'hui en ZCR. C'est la même idée avec des modalités légèrement différentes. Donc ce n'est pas un problème de fond. C'est qu'il faut être sûr, ex ante, que c'est la bonne mesure, qu'il n'y aura pas d'effet de report, et s'il y a des effets de report, voir en face quelles solutions nous mettons en termes de transport propre pour garantir que ce projet aura effectivement un impact positif sur la pollution sur l'air. Et je trouve très dommage qu'on n'ait pas fait ce travail avant, avec Airparif, avec Bruitparif, parce qu'il ne faut pas oublier la question du bruit. Aujourd'hui, on parle de l'air, mais il ne faut pas oublier la question du bruit, avec des experts indépendants qui nous auraient permis de dire oui ou non, ça aura un impact, et si ça a un impact négatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait un impact positif? Il faut objectiver les choses. Il faut arrêter de trop politiser ces sujets. La pollution de l'air, c'est un problème de santé publique. C'est une question qui est documentée. C'est une question où il y a des experts de très longue date. On ne part pas de rien. Donc il faut objectiver les politiques. Il faut rassembler l'ensemble des courants politiques autour de ce sujet pour éviter qu'en cas d'alternance, on ne défasse ce qui a déjà été fait. Pour refaire, d'ailleurs souvent, en réalité, c'est systématique en politique, vous défaites, et puis 1 ou 2 ans après, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, et alors vous refaites. Alors vous l'appelez différemment, donc vous refaites tous les logos, vous refaites tous les panneaux, vous refaites tous les slogans, mais vous refaites. Mais vous l'avez appelé différemment, donc c'est votre politique, c'est pas celle de vos prédécesseurs. Donc c'est important de rassembler sur des sujets aussi graves. Là, on ne parle pas de sujets anecdotiques, là on ne parle pas de boîtes de conserve, on parle de questions de santé. C'est important de rassembler tous les courants politiques. Et donc, vraiment, j'y ai veillé personnellement dans le cadre du débat à la région. Ça a été extrêmement positif. J'espère que dans la mise en œuvre, maintenant, nous aurons le même souci de consensus et de convergence, parce que la respiration, c'est pas un problème qui touche. C'est pas parce que vous êtes de gauche ou de droite que vous allez choisir de respirer ou de ne pas respirer. Ça touche tout le monde et ça engage les pouvoirs publics plus que toute autre chose. Ça a été classé la première cause de mortalité dans le monde par l'OMS. C'est incriminé effectivement non seulement dans les problèmes d'allergie, dans les problèmes respiratoires, mais aussi dans les AVC et aussi dans toutes ces maladies aujourd'hui qui constituent des maladies extrêmement lourdes pour nos sociétés. Donc, c'est un sujet qui nous dépasse politiquement. Et on doit le porter en homme, avec un grand H, je suis féministe, en homme d'État et pas simplement en politicien. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Bravo en tout cas pour les organisateurs, pour la qualité de cette ça fait longtemps que vous êtes venus nous voir, pour la qualité de vos travaux et la qualité des personnes, pas moi, mais les experts que vous avez invités dans vos travaux. Merci beaucoup.